Merci, merci les amis. Donc, demandez à l'accueil Cécile pour 25 minutes de lecture. Donc, je vais vous dire un texte. Refus d'obéissance, c'est un texte de Jean Giono qui a été écrit en 1938 et qui est dans Écrit pacifiste. Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Parfois, je passe 2 jours ou 3 sans y penser et brusquement, je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis encore et j'ai peur. Ce soir est la fin d'un beau jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse. On va couper les blés. L'air, le ciel, la terre sont immobiles et calmes. 20 ans ont passé. Et depuis 20 ans, malgré la vie, malgré les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavée de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. J'ai été soldat de 2e classe d'infanterie pendant 4 ans dans des régiments de montagnards, au 159e de Briançon, puis au 140e de Grenoble. Avec monsieur Vidon, qui était mon capitaine et qui habite encore un faubourg de Grenoble avec ses filles, nous sommes les seuls survivants de la 6e compagnie du 140e d'infanterie. Nous avons fait les Éparges, le Verdun-Vaux, Noyon-Saint-Quentin, le Chemin des Dames, les attaques de Pinon, Chevrillon, Le Quémel. La 6e compagnie a été remplie 100 fois et 100 fois d'hommes. La 6e compagnie était un petit récipient de la 27e division, comme un boisseau à blé. Quand le boisseau était vide d'hommes, enfin, quand il n'en restait plus que quelques-uns au fond comme des grains collés dans les rainures, on le remplissait de nouveau avec des hommes frais. La 6e compagnie a été ainsi remplie 100 fois et 100 fois. Et 100 fois, on est allé la vider sous la meule. Nous sommes de tout ça les derniers vivants, Vidon et moi. J'aimerais qu'il lise ces lignes et qu'il voie son nom. Il doit faire comme moi le soir, essayer d'oublier. Il doit s'asseoir sur le bord de sa terrasse et lui, il doit regarder l'Isère verte et grasse qui coule en se balançant dans des bosquets de peupliers. Mais tous les 2 ou 3 jours, il doit subir, comme moi, comme tous. Et nous subirons jusqu'à la fin. Je n'ai pas honte de moi. En 1913, j'ai refusé d'entrer dans la société de préparation militaire qui regroupait tous mes camarades. En 1915, je suis partie sans croire à la patrie. J'ai eu tort. Non pas de ne pas croire, de partir. Ce que je dis n'engage que moi. Pour les actions dangereuses, je ne donne d'ordre qu'à moi seule. Donc je suis partie. Je n'ai jamais été blessée, sauf les paupières brûlées par les gaz. En 1920, on m'a donné puis retiré une pension de 15 francs tous les 3 mois avec ce motif léger déchet esthétique. Je n'ai jamais été décorée, sauf une fois par les Anglais, et pour un acte qui est le contraire d'un acte de guerre, pour être allé chercher 2 aveugles dans les couloirs de l'hôpital de Portsmouth qui brûlait. Donc, aucune action d'éclat. Je suis sûre de n'avoir jamais tué personne. J'ai fait toutes les attaques sans fusil, ou avec un fusil rendu inutilisable. Tous les survivants savent combien il était facile, avec un peu d'urine et de terre, de rendre un lebel pareil à un bâton. Je n'ai pas honte, mais à bien considérer ce que je faisais, c'était une lâcheté. J'avais l'air d'accepter. Je n'ai pas eu le courage de dire je ne pars pas. Je n'avais pas le courage de déserter. Je n'ai qu'une seule excuse, c'est que j'étais jeune. Je ne suis pas un lâche. J'ai été trompée par ma jeunesse et par tous ceux qui savaient que j'étais jeune. Ils étaient très exactement renseignés. Ils savaient que j'avais 20 ans, c'était inscrit dans leur registre. C'étaient eux des hommes vieillis, connaissant la vie et les roublardises et sachant parfaitement bien ce qu'il faut dire aux jeunes hommes de 20 ans pour leur faire accepter la saignée. Il y avait parmi eux des professeurs, tous les professeurs que j'avais eus depuis la classe de 6e, des magistrats de la République, des ministres, le président qui signa les affiches, enfin tous ceux qui avaient un intérêt quelconque à se servir du sang des enfants de 20 ans. Il y avait aussi, je les oubliais mais ils sont très importants, les écrivains qui exaltaient l'égoïsme, l'héroïsme, la fierté, la dureté, l'honneur, le sport, l'orgueil. Des écrivains qui n'étaient pas tous vieux de corps, mais des jeunes aussi, qui étaient devenus vieux par l'ambition et qui trahissaient la jeunesse par désir d'académie, ou tout simplement qui trahissaient la jeunesse parce qu'ils avaient des âmes de traîtres et qu'ils ne pouvaient que trahir.
Ceux-là ont retardé mon humanité. Je leur en veux surtout parce qu'ils ont empêché que cette humanité soit en moi au moment précis où elle m'aurait permis d'accomplir des actes utiles. Enfin, ce qui est fait, et ce qui est à faire reste à faire. Le temps est pour tout, même ce soir, pour contempler cette immense plaine qui s'en va toute d'une traite depuis le pied de ma falaise jusqu'au fleuve. L'été de tout le jour s'est appesanti sur les blés, la chaleur sans la farine, 20 ans. Depuis 20 ans, j'ai vu se succéder ces moissons et les vendanges de la terre, les feuillaisons des arbres, les moissons et les vendanges, les feuillaisons de mon corps. 20 ans, et je n'ai pas pu oublier. Il n'y a pas un seul moment dans ma vie où je n'ai pensé à lutter contre la guerre depuis 1919. J'aurais dû lutter contre elle pendant le temps où elle me tenait, mais à ce moment-là, j'étais un jeune homme affolé par les poètes de l'État bourgeois. Mon cœur, qui avait été façonné et construit par mon père, le cordonnier à l'âme simple et pure, mon cœur n'acceptait pas la guerre, et je marchais avec un fusil fermé dans le bled de l'attaque. Je le regrette maintenant. Ce fusil, il aurait été bon de le garder fin prêt et astiqué, et la culasse coulant bien, et les cartouches bien graissées, le garder avec moi, et comme on m'avait appris, m'en servir contre mes ennemis. Le cœur, maçonné par mon père, m'aurait fait connaître ses ennemis. Ce qui me dégoûte dans la guerre, c'est son imbécilité. J'aime la vie. Je n'aime même que la vie. C'est beaucoup, mais je comprends qu'on puisse la sacrifier pour une cause juste et belle. J'ai soigné des maladies contagieuses et mortelles sans jamais ménager mon dos total. À la guerre, j'ai peur. J'ai toujours peur. Je tremble. Je fais dans ma culotte. Parce que c'est bête. Parce que c'est inutile. Inutile pour moi. Inutile pour le camarade qui est avec moi sur la ligne de tirailleurs. Inutile pour le camarade en face. Inutile pour le camarade qui est à côté du camarade en face, dans la ligne de tirailleurs qui s'avance vers moi. Inutile pour le fantassin, pour le cavalier, pour l'artilleur, pour l'aviateur, pour le soldat, le sergent, le capitaine, le commandant. Attention, j'allais dire le colonel. Oui, peut-être le colonel, mais arrêtons-nous. Inutile pour tous ceux qui sont sous la meule pour la farine humaine. Utile pour qui alors? Depuis 1919, j'ai lutté patiemment, pied à pied, avec tout le monde, avec mes amis, avec des ennemis, avec des amis de classe mais faibles, avec des ennemis de classe et forts. Et à ce moment-là, je n'étais pas libre. J'étais employée de banque, c'est tout dire. On a essayé de me faire perdre ma place. Déjà, à ce moment-là, on disait « c'est un communiste ». C'est-à-dire, on a le droit de le priver de son gagne-pain et de le tuer, lui et tout ce qui repose sur ses épaules, sa mère, sa femme, sa fille. Je n'étais pas communiste. Je ne le suis pas maintenant. J'ai refusé d'entrer dans les sociétés d'anciens combattants parce qu'elles étaient créées à cette époque uniquement pour des buts mutualistes et non pour affirmer cette qualité d'anciens combattants et de plus jamais nouveaux combattants. On a fondé la RAC, mais j'étais dans un pays perdu. Je ne connaissais pas l'action de ceux qui pensaient comme moi. Alors, j'ai mené la lutte seule, dans ma famille. C'est souvent par là qu'il faut commencer, et c'est le plus difficile. D'habitude, c'est par là qu'on est vaincu. Je n'ai pas gagné, mais je suis restée entier. Parmi mes amis, 2 ou 3 m'ont suivi et me suivent encore. Et puis, j'ai commencé à écrire. Et tout de suite, j'ai écrit pour la vie. J'ai écrit la vie. J'ai voulu saouler tout le monde de vie. J'aurais voulu pouvoir faire bouillonner la vie comme un torrent, la faire se ruer sur tous ces hommes secs et désespérés, les frapper avec des vagues de vie froides et vertes, leur faire monter le sang à fleur de peau, les assommer de fraîcheur, de santé et de joie, les déraciner de l'assise de leurs pieds à souliers et les emporter dans le torrent. Celui qui est emporté dans les ruissellements éperdus de la vie ne peut plus comprendre la guerre ni l'injustice sociale. C'est l'injustice sociale qui m'a fait me désespérer sur un chemin de vanité pendant 4 ans de plus. Quand je parlais contre la guerre, j'avais rapidement raison. Les horreurs toutes fraîches me revenaient aux lèvres. Je faisais sentir l'odeur des morts. Je faisais voir les ventres crevés. Je remplissais la chambre où je parlais de fantômes boueux aux yeux mangés par les oiseaux. Je faisais surgir des amis pourris, les miens et ceux des hommes auxquels je parlais. Les blessés gémissaient contre nos genoux. Quand je disais « jamais plus »,
Ils me répondaient tous « Non, non, jamais plus ». Mais le lendemain, nous reprenions notre place dans le régiment civil bourgeois. Nous recommencions à créer du capital pour le capitaliste. Nous étions les instruments de la société capitaliste. Au bout de 2 ou 3 jours, l'indignation était tombée. D'abord, le travail avait fourni assez de soucis, de dureté et de mal, de choses mauvaises immédiates, pour que les malheurs passés soient effacés et les amis morts oubliés. Et surtout, parce que le rythme du travail avait été depuis longtemps étudié pour nous endormir. Ce rythme qui était passé de nos grands-pères dans nos pères, de nos pères dans nous, cet esprit d'esclavage qui se transmettait de génération en génération, ces mères, perpétuellement enceintes d'enfants conçus après le travail, n'avaient mis au monde que des hommes portant déjà la marque de l'obéissance morale. La société, disait-il, n'est pas si mal faite que ça. Tu dis que nous nous sommes battus non pas pour la patrie, et ça, nous le savons, nous ne marchons pas, mais pour des mines, pour du phosphate, pour du pétrole. Je suis mineur. Eh bien quoi, tu es mineur? Si la mine ferme, qu'est-ce que je bouffe? Il y avait de petits paysans, propriétaires de 3 hectares, qui se croyaient visés quand je parlais des gros propriétaires terriens. Il y eut même un épicier qui défendit le pétrole parce qu'il en vendait et qu'il en avait une provision de 5 barils dans son arrière-boutique. L'attachement instinctif au régime bourgeois les empêchait d'être logiques avec eux-mêmes. Ils avaient peur de la guerre, comme moi. Ils étaient capables d'un énorme courage, sans histoire et sans gloire. Ils pouvaient secourir des typhiques, des diphtériques, se jeter à l'eau pour sauver des enfants, entrer dans le feu, tuer des chiens enragés, arrêter des chevaux emballés et marcher pendant des kilomètres sous la nuit des grands plateaux, au milieu des orages de fin du monde où la foudre jaillit de terre pour aller chercher un chien égaré. Ils avaient eu peur à la guerre, comme moi. Ils sentaient bien par là même, au fond de leur chair, dans cette partie de leur chair dans laquelle se gonflait l'ancienne histoire de l'homme, que la peur qu'ils avaient de la guerre venait de son inhumanité. Mais par cette partie de leur chair qui était restée collée à leur mère quand ils étaient encore dans le ventre, ils avaient hérité de l'habitude de l'esclavage. Cette habitude leur avait permis, bien sûr, comme à moi, d'entrer à la mine comme mineurs, d'être paysans dans la ferme que leurs parents avaient affermée, de s'établir comme épiciers dans la grande rue. Mais maintenant qu'il s'agissait de sortir du gouffre tournoyant de la bourgeoisie, leur hérédité bourgeoise les empêchait d'ouvrir les bras dans le geste ample du nageur. Une chose aurait dû nous éclairer. Je dis nous parce que moi aussi j'étais éperdu d'ardeur et d'indécision. Dès qu'on entre en lutte contre la guerre, on entre en lutte contre le gouvernement. Je me disais, tu refuseras de serrer la main aux officiers de carrière. Tu défendras ta porte à tous les officiers, même si un jour l'un d'entre eux entrait dans ta famille, même si tu te trouvais être l'ami d'un officier qui aurait surpris ton amitié. Mais on me disait, ce n'est pas leur faute. Et tout en pensant qu'ils auraient pu choisir un autre métier, j'étais obligée de reconnaître que ce n'était pas leur faute. Je me disais, tu barreras dans l'histoire de France de ta vie, de ta fille, tout ce qui est exaltation à la guerre. Mais il aurait fallu tout barrer. Et comme j'avais malgré tout essayé, l'institutrice va me voir et me dit « Que voulez-vous, monsieur Jonot? Comment pouvons-nous faire ?» Quand je revoyais mes amis, ils me répondaient « Pétrole, charbon, pommes de terre, place, sous, salaire, il y aura toujours des guerres, que veux-tu, c'est comme ça. » Ils en arrivaient même à me dire « C'est dans la nature de l'homme. » Ceux qui répondaient ça, c'étaient les malins, ceux qui lisaient des livres. Et chaque fois que je sortais sur les chemins de la terre, je rencontrais des petits-enfants aux cheveux follets qui jouaient avec des herbes et je savais que tout ça n'était que viande bouchère et il n'y avait donc plus qu'à pleurer. Celui qui est contre la guerre est par ce seul fait dans l'illégalité. L'État capitaliste considère la vie humaine comme la matière véritablement première de la production du capital. Il conserve cette matière autant qu'il est utile pour lui de la conserver. Il l'entretient parce que c'est une matière et qu'elle a besoin d'entretien. Et aussi, pour la rendre plus malléable, il accepte qu'elle vive. Il a des maternités où l'on accouche les femmes avec autant de soin qu'on peut. Il a des écoles où les inspecteurs primaires viennent caresser la joue des petits-enfants.
Il a des stades où l'on fait faire du sport à 22 hommes et où on donne le spectacle à 40 000, spectacle déjà de bataille, de lutte, de clan. Il a des casernes. L'enfant, au bord du chemin et qui joue avec les herbes, ne peut être considéré dans son humaine liberté que par 2 ou 3 fous dans mon genre. Si je pense qu'il a les yeux bleus et qu'il portera toute sa vie la gloire d'avoir des yeux bleus et qu'il s'en ira, blondasse vagabond du monde, à la recherche de l'espoir, du désespoir et de l'amour, si je pense, moi, qu'il va peut-être nourrir dans sa tête les rythmes, les formes et les musiques qui porteront l'humanité un peu plus avant dans l'immense prairie des étoiles, si je pense que, sans doute, il ne sera qu'un homme parmi les hommes, un écouteur et non celui qui souffle dans le bugle, un de l'auditoire et non celui qui est debout dans le cercle, je me dis, moi, quoi qu'il fasse, il vit. J'admire cette vie. L'État capitaliste s'en sert. La guerre n'est pas une catastrophe, c'est un moyen de gouvernement. L'État capitaliste ne connaît pas les hommes qui sont à la recherche de ce que nous appelons le bonheur. Les hommes dont le propre est d'être ce qu'ils sont, les hommes en chair et en os. Il ne connaît qu'une matière première pour la production du capital. Pour produire du capital, il a à certains moments besoin de la guerre comme un menuisier a besoin du rabot. Il se sert de la guerre. Les yeux bleus, l'enfant, la mère, le père, la joie, le bonheur, l'amour, la paix, l'ombre des arbres, la fraîcheur du vent, la course sautelante des eaux, il ne connaît pas. Il ne reconnaît pas dans son état, dans ses lois, le droit de jouir des beautés du monde en liberté. Économiquement, il ne peut pas le reconnaître. Il n'a de loi que pour le sang et pour l'or. Dans l'État capitaliste, ceux qui jouissent ne jouissent que de sang et d'or. Ce qu'il fait dire par ses lois, par ses professeurs, par ses poètes accrédités, c'est qu'il y a le devoir de se sacrifier. Il faut que moi, toi et les autres, nous nous sacrifions. À qui? L'État capitaliste nous cache gentiment le chemin de l'abattoir. Vous vous sacrifiez à la patrie, on n'ose déjà plus guère le dire. Mais enfin, à votre prochain, à vos enfants, aux générations futures, et ainsi de génération en génération. Qui donc mange les fruits du sacrifice à la fin? Nous savons donc maintenant très nettement de quoi il s'agit. L'État capitaliste a besoin de la guerre. C'est un de ses outils. On ne peut tuer la guerre sans tuer l'État capitaliste. Je parle objectivement. Voilà un être organisé qui fonctionne. Il s'appelle État capitaliste, comme il s'appellerait chien, chat ou chenille bifide. Il est là, étalé sur ma table, ventre ouverte. Je vois fonctionner cet organisme. Dans cet être organisé, si j'enlève la guerre, je le désorganise si violemment que je le rends impropre à la vie, à sa vie, comme si j'enlevais le cœur au chien, comme si je sectionnais le 27e centre nerveux de la chenille, cette perle toute mouvante d'arc-en-ciel et indispensable à sa vie. Reste à savoir ce que je préfère. Vivre moi-même, permettre que les enfants soient des enfants, jouir des beautés du monde, ou assurer par mon sacrifice la continuité de la vie de l'État capitaliste. Continuons à être objectifs. À quoi sert mon sacrifice? À rien. J'entends. Ne criez pas si fort dans l'ombre. Ne montrez pas vos gueules épouvantables de massacrer de l'usine. Ne parlez pas, vous qui me dites que l'atelier a fermé, qu'il n'y a plus de pain à la maison. Ne hurlez pas contre les grilles du château où l'on danse, j'entends. Mon sacrifice ne sert à rien qu'à faire vivre l'État capitaliste. L'État capitaliste mérite-t-il mon sacrifice? Est-il doux, aimable, patient, honnête, humain? Est-il à la recherche du bonheur pour tous? Est-il emporté par son mouvement sidéral vers la bonté et la beauté, et ne porte-t-il la guerre en son sein que comme la terre emporte son foyer central? Je ne pose pas les questions pour y répondre moi-même, je les pose pour que chacun y réponde en soi-même. Je préfère vivre. Je préfère vivre et tuer la guerre et tuer l'État capitaliste. Je préfère m'occuper de mon propre bonheur.
Je ne veux pas me sacrifier. Je n'ai besoin du sacrifice de personne. Je refuse de me sacrifier à qui que ce soit. Je refuse d'écouter les conseils des gouvernants de l'État capitaliste, des professeurs de l'État capitaliste, des poètes, des philosophes de l'État capitaliste. Ne vous dérangez pas, je sais où c'est. Ma mère et mon père m'ont fait des pieds et des mains et une tête, c'est pour m'en servir. Et je vais m'en servir maintenant. On ne peut plus se promener dans le champ de bataille avec son fusil pareil à un bâton. Le dédain, l'acceptation du sacrifice, la non-résistance, rien de tout cela n'est plus efficace maintenant. Vous croyez que l'État capitaliste va s'arracher le cœur de son bon gré? La guerre est le cœur de l'État capitaliste. La guerre nourrit de sang frais les industries de l'État capitaliste. La guerre fait monter aux joues de l'État capitaliste les belles couleurs et le duvet de pêche. Vous croyez que de son bon gré, l'État capitaliste va s'arracher le cœur parce que vous êtes touchant, bel imbécile marchant sur la ligne de tirailleurs avec votre fusil pareil à un bâton? Il n'y a qu'un seul remède, notre force. Il n'y a qu'un seul moyen de l'utiliser, la révolte. Puisqu'on n'a pas entendu notre voix, puisqu'on ne nous a jamais répondu quand nous avons gémi, puisqu'on s'est détourné de nous quand nous avons montré les plaies de nos pieds, de nos mains et de nos fronts, puisque sans pitié, on apporte de nouveau la croix et que déjà, voilà préparés les clous et le marteau. La terre fait paisiblement du pain. La brume de l'été s'est retirée des champs de blé et elle bouge tous les horizons. Dans ce lent mouvement qu'elle a pour s'étendre sur tout le pays et pour monter dans le ciel, elle découvre la palpitation de petites poussières brillantes. Ce sont les balles légères des grains prématurément mûris et qui se sont envolés. Le lourd soir d'été apporte ses ombres. Je te reconnais, de Vedeux, qui a été tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Ne t'inquiète pas, je te vois. Ton front est là-bas sur cette colline posée sur le feuillage des yeuses. Ta bouche est dans ce vallon. Ton œil qui ne bouge plus se remplit de poussière dans les sables du torrent. Ton corps crevé et tes mains entortillées dans tes entrailles et quelque part là-bas sous l'ombre, comme sous la capote que nous avions jetée sur toi parce que tu étais trop terrible à voir et que nous étions obligés de rester près de toi car la mitrailleuse égalisait le trou d'obus au ras des crêtes. Je te reconnais, Marois, qui a été tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Je te vois comme si tu étais vivant, mais ta moustache blonde est maintenant ce champ de blé qu'on appelle le champ de Philippe. Je te reconnais, Jolivier, qui a été tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Je ne te vois pas car ton visage a été d'un seul coup raboté et j'avais des copeaux de ta chair sur mes mains, mais j'entends de ta bouche inhumaine ce gémissement qui se gonfle et puis se tait. Je te reconnais, Vercamp, qui a été tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Tu es tombé d'un seul coup sur le ventre, j'étais couché derrière toi, la fumée te cachait, je voyais ton dos comme une montagne. Je vous reconnais tous, et je vous revois, et je vous entends. Vous êtes là dans la brume qui s'avance, vous êtes dans ma terre, vous avez pris possession du vaste monde. Vous m'entourez, vous me parlez, vous êtes le monde et vous êtes moi. Je ne peux pas oublier que vous avez été des hommes vivants et que vous êtes morts. On vous a tués au grand moment où vous cherchiez votre bonheur. On vous a tués pour rien. Qu'on vous a engagés, par force et par mensonge, dans des actions où votre intérêt n'était pas. Vous, dont j'ai connu l'amitié, le rire et la joie, je ne peux pas oublier que les gouvernants de la guerre ne vous considéraient que comme du matériel. Vous, dont j'ai vu le sang, vous, dont j'ai vu la pourriture, vous qui êtes devenus de la terre, vous qui êtes devenus des billets de banque dans la poche du capitaliste, je ne peux pas oublier la période de votre transformation où l'on vous a haché pour changer votre chair sereine en or et sang dont le régime avait besoin. Et vous avez gagné, car votre visage sont dans toutes les brumes, vos voix dans toutes les saisons, vos gémissements dans toutes les nuits, vos corps
corps gonfle la terre, comme le corps des monstres marins gonfle la mer. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas pardonner. Votre présence farouche nous défend la pitié, même pour nos amis s'ils oublient. Bravo. Bravo. Moi, j'étais pas foutu de retenir une poésie à l'école, donc bravo. Bravo. Et enfin, pour conclure la matinée,